Bonjour et bienvenue à la tribune TVHR. Aujourd'hui, on va recevoir le promoteur immobilier Jean-François Tremblay qui va présenter un projet de développement immobilier de 500 logements sur le site de l'ancienne usine Art Batterie, un projet d'ailleurs qui aura un appel d'offres, où il y aura un appel d'offres de la ville prochainement. Et comme premier invité, on poursuit notre tour d'horizon des candidats à la mairie de Saint-Jean parce qu'on est presque à un an jour pour jour des élections municipales et je reçois le chef de la coalition, Éric Latour. Éric Latour. Éric, bonjour. Salutations, mon cher. On va expliquer aux gens, on se connaît depuis presque 40 ans, donc on va se tutoyer, mais l'entrevue ne sera pas, faut être comme d'habitude, mais on va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même depuis plusieurs années. Aucun problème, mon cher, et félicitations d'avoir accepté ce mandat. Oui, des grosses chaussures. D'abord, Éric, on se connaît depuis longtemps. Je sais que la politique municipale t'intéresse depuis toujours. Ça ne me surprend pas que tu décides d'aller à la mairie, mais pourquoi maintenant? Il n'y a jamais de bon ou de mauvais timing dans la vie. C'est une fenêtre d'opportunité. Si tu dis oui, la politique, j'étais jeune, j'écoutais, moi, durant mes journées pédagogiques, je regardais l'Assemblée nationale, la Chambre des communes, je lisais l'Almanach moderne, ça me fascinait. La politique m'a toujours fasciné. Finalement, j'ai décidé de bifurquer dans les médias pendant 35-36 ans. Donc oui, la politique m'a toujours intéressé, puis dans la dernière décennie, on m'a sollicité quelques fois, fédéral, provincial et surtout municipal, mais je trouvais que je n'avais pas encore fini ce que j'avais commencé dans le monde des médias. Là, maintenant, j'arrive à 53, bientôt 54 ans. Je suis grand-papa depuis 4 mois. J'ai des gens dans mon entourage élargi qui ont des enjeux de santé, des gens de mon âge, de ton âge, un peu plus vieux. Puis là, tu te dis, mais j'attends quoi? Tu sais, j'attends quoi? Tu sais, dans le fond, là, il y a une fenêtre d'opportunité, selon moi, parce qu'il y a un contexte où les gens cherchent une troisième voie, parce que les deux choix qui sont sur la table ne conviennent pas, je pense, à une majorité de la population. Et j'en arrive à la conclusion que la fenêtre d'opportunité, pour moi, elle est maintenant. Mais la fenêtre d'opportunité ne vient pas justement du fait que Boom FM est vendu à Arsenal Media, qu'il y a un changement de propriétaire. Donc, est-ce que le désir de continuer dans les médias était moins là? J'aurais pu retourner à Montréal dans un autre mandat, mais tu sais, quand j'ai fait 22 ans à Montréal, 36 ans dans les médias, 20 ans comme gestionnaire, ce qui est peut-être moins connu dans la région parce que les gens me connaissaient plus à la télé ici. Mais oui, ça fait partie des éléments déclencheurs de ma réflexion. Mais tu sais, quand ça fait X nombre d'années que tu fais un boulot, à un moment donné, t'es dû aussi pour un autre défi. Tu as le goût de faire autre chose. Moi, j'ai toujours voulu servir ma communauté. Puis je l'ai toujours fait dans les médias dans les 36 dernières années. Là, maintenant, je veux servir ma communauté autrement. Avec le véhicule de la politique, et même toutes les personnes que moi j'ai reçues ici durant 30 ans, j'ai toujours eu le même respect pour ces gens qui font de la politique. Quand tu mets ta face sur un poteau, comme disait Feu Jean Lapierre, il faut respecter ces gens-là parce que la politique, il n'y a rien de sexy. C'est pas toujours agréable. Il y a beaucoup de sacrifices. Oui, c'est ça. Puis on fait face aux critiques aussi. Les critiques viennent facilement quand on fait de la politique. Mais moi, j'assume ça. Évidemment, j'ai consulté mes proches, mais j'assume ce nouveau volet de ma vie publique. Tu parlais que donc Saint-Jean avait besoin d'une troisième voie. Pourquoi et comment tu penses présenter cette troisième voie à la population? Moi, je fais le constat suivant. Bon, Saint-Jean a été fusionné au début des années 2000. Gilles Dolbec est devenu le maire de cette grande ville fusionnée-là jusqu'à 2013. En 2013, évidemment, Dolbec prend sa retraite et là arrive une course à 9 candidats. Oui. 5 équipes complètes. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné l'élection de Michel Fecteau avec 24 des voix. Et il n'était pas majoritaire au Conseil. Ça ne donne pas une grosse légitimité politique. Un de ses adversaires, Alain Laplante, a décidé, lui, de venir pendant des semaines et des semaines. Et en 2017 est arrivé ce qui arriva, c'est-à-dire qu'Alain Laplante a battu Michel Fecteau. Mais Alain Laplante n'était pas majoritaire. Donc, on a eu un mandat Fecteau, on a eu un mandat Laplante, qui, comme on le sait, s'est soldé par 1 million de frais d'avocat, de la contestation, le maire qui lui-même a été suspendu et qui a été battu par qui? Par Mme Bouchard. Mme Bouchard, qui a présidé la commission scolaire pendant longtemps, qui est une gentille dame, mais qui, malheureusement, force est d'admettre qu'elle n'a peut-être pas le profil de l'emploi. C'est-à-dire que pour gérer une ville, ça prend du leadership. C'est vrai que le maire... Et tu crois qu'elle ne l'a pas? Elle n'a pas beaucoup de leadership, malheureusement. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Elle a 1 vote sur 13. C'est très vrai. Mais la job du maire ou de la mairesse,
c'est de dicter la voie, de montrer la vision, d'assumer du leadership, d'aller rencontrer des gens, d'avoir de la pression politique. Et je pense que Mme Bouchard, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à l'administration. Et ceci dit, on a des bons fonctionnaires, et heureusement qu'ils sont là. Mais il faut que le politique, il faut que les élus, le conseil, et notamment le maire ou la mairesse, dictent aux fonctionnaires la vision qu'on veut de cette ville-là. OK, mais quelle est la vision, Éric Latour? Bon, moi, le constat que je fais dans ces dernières années, c'est que Saint-Jean a une certaine problématique à l'égard de ses finances. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres villes, on n'a pas suffisamment de revenus émanant de l'industriel, ce qui fait que la charge fiscale repose beaucoup trop sur les propriétaires de maisons. Il y a encore un peu d'espace pour développer de l'industriel. De l'autre côté, du côté des dépenses, on a une masse salariale qui actuellement est hors contrôle, qui en pourcentage est l'une des plus élevées au Québec. Il faut se donner de l'air. En ce moment, revenus, dépenses, il y a un enjeu. Mais je t'interromps. Est-ce que, donc, pour rejoindre l'équilibre, est-ce que tu veux réduire les dépenses ou augmenter les revenus ou un peu des deux? Les deux. OK. Les deux. La clé du succès, elle est là. Il faut augmenter les revenus industriels et abaisser un peu cette masse salariale qui, actuellement, occupe trop d'espace dans la ventilation budgétaire de la ville de Saint-Jean. Mais là, je vais faire l'avocat du diable. Si tu baisses la masse salariale, les gens vont dire « Oui, mais on va peut-être avoir moins de services. » Mais là, il y a une question de choix. Tu sais, il y a un argument, quelqu'un me disait l'année passée, « Ouais, mais Éric, il faut préserver les services. » Je veux dire, toi, moi, là, dans nos finances personnelles, si à un certain moment, on a des enjeux parce que là, le toit coule, il y a des problèmes, il faut faire des choix. Donc, il y a peut-être des choses qu'on faisait qu'on ne pourra plus faire. Il faut l'évaluer. Est-ce que tous les services sont essentiels? Est-ce qu'on doit maintenir les services à tout prix? Moi, je pense qu'il faut au moins se poser la question. Okay. Il faut se poser la question. L'autre enjeu qui est attenant à ça, on l'a vu, Saint-Jean est l'une des villes au Québec dont le taux d'inoccupation est le plus bas au Québec. Ça fait quoi? Ça fait en sorte que les loyers, l'augmentation des loyers est fulgurante et ça se répercute forcément parce que les taxes augmentent, donc forcément, bon. Puis il y a une question de rareté aussi, mais pour le peu de terrain qui nous reste à développer, on a de la difficulté à lever des projets. Pourquoi? Parce que les tuyaux ne le prennent pas. Toi, demain matin, tu as un terrain, tu dis « Hey, moi, là, je pourrais faire 200 logements. » On ne peut pas. Les tuyaux ne prennent pas en dessous parce qu'on a sous-investi dans nos infrastructures. Okay. Tu sais, on le voit à Montréal, comment c'est problématique, les infras. Beaucoup de villes au Québec ont été bâties à peu près au même rythme dans les mêmes années. On a sous-investi dans nos infras. C'est sûr que ça fait partie de l'augmentation des dépenses, ça. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, oui, mais en même temps, les infras, il faut les répartir via le programme triennal d'immobilisation, mais il faut faire des choix. C'est sûr que c'est beaucoup plus sexy pour un élu d'aller couper un ruban devant un aréna ou une piscine que de dire qu'on vient de mettre 10 millions en dessous de la terre alors que ça ne paraît pas. Mais on en a besoin des tuyaux. Et là, actuellement, Saint-Jean est limité dans son développement à cause de cette incapacité qu'on a à l'égard de nos infras parce qu'on a sous-investi. Donc, il faut investir massivement dans les infras, ce qui va nous amener davantage de logements. Davantage de logements aussi va amener... Ça va calmer le jeu au niveau de l'augmentation des loyers et ça va amener forcément aussi de nouveaux revenus. Bon, davantage de logements. On va recevoir d'ailleurs plus tard dans l'émission Jean-François Tremblay. Il a présenté la semaine dernière aux citoyens son projet de développement de l'usine de Battery Heart. Sans parler de ce projet en tant que tel, comment tu vois la crise du logement ou la situation du logement à Saint-Jean-sur-Richelieu? On parle beaucoup de logement abordable. C'est quoi pour toi un logement abordable? Bien, logement abordable, il y a une question de prix, il y a des calculs un peu scientifiques, mais dès qu'on est au-dessus du 1 000 $ par mois, ça devient difficile pour certaines familles. Puis le problème, là, on veut quoi? On veut des appartements à 2 000 à 3 000 $ par mois. Je pense que les gens ne peuvent pas se permettre ça. Il y a un problème d'itinérance aussi, là, qu'on parlera certainement un jour, mais il faut aller dans l'abordabilité. Le cas de Jean-François Tremblay est intéressant parce que, qu'on soit d'accord ou non avec son projet, je pense personnellement qu'il fait le bon choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il va présenter son projet devant les médias. Il convoque les citoyens à une soirée d'information où il explique son projet et se soumet à des questions. Si vous êtes promoteur en 2024, votre job, si vous avez une bonne idée, vous avez un bon projet, allez le présenter dans les médias, allez rencontrer le monde, puis après ça, s'il y a une acceptabilité sociale, bien, les élus vont vous suivre dans votre projet. On n'est plus dans le chemin. C'est plus aux élus d'aller vendre des projets. C'est aux promoteurs de vendre leurs projets. Donc,
Que le projet de Jean-François Tremblay soit bon ou mauvais, ce que je dis, c'est qu'il utilise le bon canal de communication pour aller chercher l'acceptabilité sociale. Bon. Au niveau du développement économique, Ouais. est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu a une place enviable au niveau de la Montérégie, parce que c'est une des plus grandes villes de la Montérégie? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore de la place à amélioration de ce côté-là? Énormément. On a échappé plusieurs projets. Il y a eu beaucoup d'investissements à Farnham, à Granby, à Cowansville dans les dernières années, des projets qui ont échappé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais donner 2 exemples assez rapides. J'allais te poser la question. Bien, on a vu Tremcar qui a investi 38 millions à Granby. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de faire son projet à Saint-Jean. On voit Soleno, Alain Poirier, qui investit 22 millions dans une usine là, un peu au sud de Albany, dans l'État de New York. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de le faire dans le coin. Mais pourquoi on n'est pas capable? Mais le problème, il est là. Et là, ça prend du leadership, ça prend de la vision. Il faut mettre les bons acteurs ensemble. Des terrains, il n'en reste pas gros. Il n'en reste pas gros des terrains. Mais il faut tout faire en notre possible pour garder ces investissements-là parce qu'on s'appauvrit. Moi, je dis souvent, actuellement, à Saint-Jean, on fait du surplace. Pendant ce temps-là, les autres avancent. Résultat, on recule. Mais le potentiel est là. Mais justement, tu parles qu'il y a un manque de terrain. Oui. À un moment donné, ça devient compliqué, même pour l'expansion d'entreprises, même pour l'implantation. S'il y a un manque de terrain, c'est difficile, non? C'est sûr. Tu sais, durant la campagne, on pourra développer davantage les pistes de solutions que moi j'entrevois. On a des vérifications à faire, mais moi je pense que certains espaces où on pourrait se permettre d'aller chercher des investissements industriels. Et ça va faire baisser la charge fiscale des Joannais. Mm-hmm. Sans parler de ton équipe, je pense que ton équipe est pas mal formée. Tu disais qu'il restait un siège là, Tout à fait. Que je me garde pour des raisons stratégiques. Oui, c'est quoi ces raisons stratégiques-là? C'est des raisons stratégiques. OK. Mais grosso modo, là, ton équipe va être composée de... Est-ce que tu essaies d'avoir une espèce d'équilibre homme-femme dans ton... J'essaie d'aller chercher la parité. Oui. Puis aussi d'aller chercher des personnalités, parce qu'il y aura des élus actuels, un ancien élu, et il y aura aussi des nouveaux talents. Moi, je pense que la recette aujourd'hui, c'est d'avoir un bon mix entre des vétérans et des nouveaux talents. Parce que faire table rase puis arriver avec 12 nouvelles personnes, on va perdre 2 ans et Saint-Jean-sur-Richelieu n'a pas le luxe de perdre ce temps-là en ce moment. On n'a pas le luxe. Donc, ça prend un bon équilibre. Puis d'autant, il ne faut pas perdre de vue qu'en 2029, il y aura aussi 2 nouveaux districts qui vont s'ajouter. Là, ça a passé à 2 poils de se faire. Ça va se faire en 2029. Donc, il y aura quand même un changement qui va s'opérer au fil du temps. Et aller chercher, dans mon équipe, j'ai un ingénieur, j'ai une criminologue qui connaît très bien le phénomène de l'itinérance. J'ai une experte en relations intergouvernementales. On le sait, les villes sont constamment en relation avec les gouvernements, avec les ministères. On a besoin de ça dans l'équipe. On a besoin de cette expertise-là. Tu as parlé beaucoup d'itinérance. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet que je voulais aborder avec les candidats, mais malheureusement, on manque de temps. Oui. Je voulais te parler des golfs. Oui. Je voulais te parler des golfs. Oui, ça sera un sujet aussi un peu plus tard. Éric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis bonne chance pour la course à la mairie. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on patine et on joue à la balle. On patine avec Annie Joly du club Illusion du CPA Saint-Jean et on reçoit en deuxième partie la légende du baseball, M. Claude Raymond. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Un important projet immobilier a été présenté à la population il y a quelques jours au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Et à la tête de ce projet, c'est Jean-François Tremblay, qui est le promoteur de Commun Capital et principal promoteur du Carrousel Boutier. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Mario. Donc, on parle de 500 logements abordables. D'abord, pour bien situer les gens, là, quel secteur exactement est visé par ce projet? C'est les sites situés entre les rues Frontenac, Boutier, Mercier et la voie ferrée. Donc, dans le Vieux-Saint-Jean. Là. Exactement.
C'est ça. À l'ancienne laiterie Granger, là, pour ceux que... Juste à côté. Juste à côté, hein, c'est ça. Le terrain de l'Art de batterie, la taverne des sports, pour les plus vieux, l'ancien terrain de la Blue Line. Oui, voilà. Parle-nous un peu de ce projet. Ça consiste à quoi exactement? On parle de 500 logements. Bien, en fait, nous, on a commencé il y a 7 ans à racheter des bâtiments, des immeubles, des terrains dans ce secteur-là, dans le but de remembrer éventuellement les lots et de présenter un projet plus structurant là-dessus. Et puis, bien, dernièrement, la Ville a mis la dernière pièce qui ferait partie de ce puzzle-là à vendre, qui est finalement le terrain de l'Art de batterie. Donc, maintenant, c'est un site incluant nos terrains à nous, comme un capital, et la famille Savoie, qui sont partenaires avec nous dans le projet, de faire 500 logements. OK. Ça comprend combien en superficie à peu près? Là? Écoutez, juste le terrain de la Ville, c'est 92 000 pieds carrés. OK. Nos terrains respectifs, c'est 60 000 pieds chaque, tout compte fait. Fait qu'on parle de 120 000. C'est probablement dépassé le 200-250 000 pieds carrés et il y a une partie à venir là, à acquérir. Donc, on parle de 500 logements, mais ce ne sera pas juste des logements, parce qu'avec la superficie que tu nous expliques, ce sera un air de vie là, pour les gens, là, pour vraiment profiter d'un secteur de la ville. Bien, en fait, l'idée, ultimement, qu'on avait mis sur papier, puis c'est encore l'idée aujourd'hui, c'est de créer un milieu de vie structurant dans une ville. C'est quand qu'une ville a eu l'opportunité de refaire un quartier de zéro, jamais. En fait, c'est du jamais vu. Et puis là, l'opportunité est devant nous autres. On est, en tant que citoyen, que communauté, on a cette opportunité-là devant nous de refaire un secteur de la ville, de le repenser. Évidemment, nous, ça fait 7 ans qu'on l'a réfléchi. Hein? Fait que on a 2 ans de conception derrière nous. On a travaillé avec des architectes émérites, des urbanistes émérites pour être sûr d'amener une pensée probablement qui n'a jamais été amenée à Saint-Jean en matière de réflexion sur des milieux de vie. Oui, parce que j'étais à la consultation citoyenne, justement. On parle de logement, mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce secteur-là? Bien, en fait, je pense que, premièrement, il y a un déficit en commerce de proximité, appelons-les de même, là, des espaces qu'on pourrait accueillir des organismes locaux qui pourraient venir supporter dans du communautaire, probablement des pharmacies. Hein, le temps à pied des pharmacies qui peuvent desservir alentour, il faut qu'ils passent séminaire, c'est loin. CPE. Hein? On peut penser à avoir un espace pour une CPE. On a aussi des espaces verts qui ont été réfléchis parce qu'en ce moment, sur le site de l'Art de batterie, il y a des zones qui sont caractérisées et qui doivent être conservées. Ouais. Donc, nous, on les a aménagées alentour de ça pour les redonner à la société. Dans le fond, ça va donner des bassins, c'est des petites poches, des petites îles, des petites forêts, des environnements où les gens alentour vont pouvoir communiquer ensemble, se rassembler, puis pouvoir évoluer à travers ça. Bon. Qui va faire bien différent des pelouses puis des parcs en béton qu'on peut retrouver partout au Québec, finalement. Oui, c'est ça. En fait, l'interrogation des gens ce soir-là, c'était sur l'abordabilité des logements. Comment vous allez procéder et comment qualifiez-vous les logements qui sont abordables? C'est vraiment une très, très bonne question, en fait. Premièrement, le terme abordable a été galvaudé partout au Québec. Puis il y a peu de gens qui ont probablement une bonne définition de ce qu'est l'abordabilité. Premièrement, on vise à avoir des logements en grande abordabilité au sens de la SHQ, c'est-à-dire des logements qui vont desservir de la clientèle qui veut payer seulement 25 de leurs revenus. On vise à avoir des logements sociaux. Fait qu'on vise à avoir une poche d'unités qui soit réservée à un OSBL qui est en création puis qui travaille avec des acteurs locaux pour établir des logements sociaux. Puis on vise à travailler avec le plus haut niveau des programmes de la SCHL en matière d'abordabilité pour être sûr d'aller chercher une vraie abordabilité, finalement, offrir à la clientèle des logements qui soient adéquats. Et en plus, il y a une réflexion à avoir aussi sur la conception. Parce que l'abordabilité, ça ne vient pas juste avec un prix, ça vient avec des typologies, oui. Ça vient avec des dimensions, ça vient avec des méthodes, ça vient avec une réflexion de comment
on fait les unités. Donc, nous, nos unités ont été aussi réfléchies en matière de construction pour être capable d'atteindre une vraie abordabilité, parce qu'à un moment donné, si notre coût de construction est très élevé, bien, on ne pourra pas, en tant que promoteur, être capable d'arriver à cette abordabilité-là réelle. Je ne te parle pas de l'abordabilité textbook de la SCHL qui est proposée. On parle de ce que les gens là, sur le plancher, ce qu'ils sont capables de vraiment payer. Là. Puis je pense que selon les plans aussi, les logements vont être plus durables en longévité là, de En de fait, vie. tout a été réfléchi au plus haut standard du développement durable. Les matériaux qui ont été choisis pour avoir une longévité supérieure, parce que c'est un autre cadre qui n'est jamais respecté ou jamais réfléchi dans les propositions des promoteurs, c'est-à-dire comment on peut faire pour éviter que dans 15 ans, 25 ans, on soit obligé de refaire les façades, de refaire l'aménagement, arracher tout ce qu'on a. Comment on peut choisir des matériaux qui vont peut-être coûter plus cher à l'achat aujourd'hui, mais qui vont avoir une pérennité plus grande. T'sais. Le projet, comme je le mentionnais, comprend 500 logements. Mais vous auriez pu en faire plus à cause du site. Mais je pense que c'est un choix que vous avez fait d'en faire un peu moins pour favoriser la qualité de vie, je pense, des citoyens. Bien, en fait, on a décidé de faire un projet à l'échelle humaine. T'sais, le site, en ce moment, est zoné pour obtenir 6 étages. Évidemment que c'est assujetti à un PIA. C'est assujetti à toutes sortes de mécanismes pour venir évaluer si ça a du sens ou pas. Mais on a décidé de maintenir un projet qui serait à l'échelle humaine, c'est-à-dire que, premièrement, on ne se sentirait pas envahi de bâtiments. Puis je pense que c'est probablement la première chose que les citoyens nous ont remercié là, dans le secteur, là, parce qu'on a été faire le porte-à-porte de tous les habitants du secteur, toutes les maisons à proximité, tous les logements à proximité, tous les appartements, les commerces à proximité. On a été les voir pour leur expliquer ce qu'on allait faire, ce qu'on allait proposer à la ville, parce qu'on n'est pas tout seul à proposer des projets. Là. Et d'expliquer aussi c'était quoi notre réflexion. Parce que c'est bien beau de permettre du 6 étages, de permettre une densification, mais à quelque part aussi, il faut qu'on comprenne que dans un avenir, bien, nous, on va être encore là. Puis les bâtiments, eux autres, vont être là très, très longtemps, puis les gens vont subir ces bâtiments-là une vie de temps. Fait qu'il fallait avoir une réflexion que ça soit accessible à tous. Je vais vous poser une question parce que ça a été aussi abordé lors de la consultation. Vous êtes à proximité d'un chemin de fer. Oui. Est-ce que ça va causer un problème? Bien, assurément qu'on a eu la chance de le vivre, le chemin de fer, parce que la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à acheter dans ce secteur-là les terrains, j'ai fait mes bureaux dans l'ancienne taverne des sports. Puis, évidemment, on s'était aperçu de 2 choses. Premièrement, le train est très, très dérangeant, on va se le dire. Il y a 2 passages à niveau. Le train doit tirer les flûtes à 2 endroits. Il est ralenti à cet endroit-là. Ça tremble. Ça tire les flûtes. Ça retire les flûtes. Les gens s'en plaignent. Il y a plusieurs mécanismes qui existent. Puis nous, on a déjà fait des approches avec les transporteurs dans ce sens-là, parce qu'on s'est dit que ça n'a aucun sens que dans un quartier résidentiel, là, on tire encore les flûtes à 2 heures dans la nuit. Là. Donc, d'aller voir pour, premièrement, avoir des barrières qui se ferment. Et ça, c'est à la charge des promoteurs et de la municipalité. Et aussi, on a pensé à avoir un bâtiment qui habiterait du stationnement étagé, parce qu'au final, il y a une bande sur le bord du chemin de fer qui ne peut pas être exploitée. Depuis l'accident de Mégantic, le gouvernement du Québec a prescrit des zones de rétention pour éviter qu'il y ait des dommages proches. Fait que pour nous, en implantant un bâtiment étagé sur cette zone-là, ça nous évite plusieurs choses. Première chose que ça l'évite le bruit. Ça l'évite le son. Puis c'est un obstacle visuel aussi, là, nécessairement, vers un train qui n'est pas nécessairement très beau à voir passer avec des tanks de cyanure puis de l'huile qui transportent vers d'autres cieux. C'est un projet qui te tient à cœur parce que, tu l'as mentionné aussi, tu es un gars de la région, tu es un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu et dans ta façon de penser en immobilier, tu veux vraiment implanter des projets prometteurs, en fait, qui amènent du sang neuf dans la région. Bien, premièrement, je pense qu'on a besoin de ça. Saint-Jean a été peut-être victime pendant des années de gens qui ont fait du fly-by-night, c'est-à-dire qu'on arrive à Saint-Jean, on ne vient pas de la région,
on fait un projet, c'est très dur de le faire passer, puis après ça, ces gens-là disparaissent dans leur contrée. Moi, je viens de Saint-Jean, je fais mon épicerie au Hall, je suis accessible, j'ai un bâtiment ici, c'est à Richelieu. Puis je pense que c'est important pour les promoteurs d'être dans leur pays, d'être dans leur place, puis de sentir la place. Puis j'aimerais ça ajouter que ce projet-là, il me tient à cœur parce que moi, j'ai été élevé en participant à ma grand-mère sur la rue Mercier, au 125, qui est en face du projet. Puis c'est un secteur qui mérite qu'on élève le contexte alentour, puis qu'on mette peut-être des possibilités, des perspectives nouvelles à ces gens-là. Puis c'est un secteur de choix parce que c'est un centre-ville. Puis dans le centre-ville, on doit dynamiser ce type d'offre-là. Comment c'est reçu, ce projet-là? Parce que je sais que la Ville, là, il va y avoir un appel d'offres bientôt, mais comment tu sens la perception de ce projet-là? Bien, écoutez, premièrement, on était les seuls promoteurs à demander l'opinion des citoyens, des gens partants. Fait qu'évidemment, les gens étaient contents qu'on leur parle, qu'on les écoute. Je pense que c'est important. Je pense qu'en 2024, ça fait partie du processus là, d'écouter les gens puis de ne pas faire fi qu'ils n'habitent pas là. Ces gens-là sont là. Mais tu disais qu'on te l'avait déconseillé de faire ça? Oui, on m'a déconseillé. On disait, hey, pas besoin de faire ça. Puis, ben moi, je dis, je le fais, tu sais. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, on ne peut pas implanter des logements, que ce soit 200, 300, 500, 150 logements, sans aller voir les gens alentours pour dire aux personnes qui sont là, dire, hey, il y a de quoi qui s'en vient, comment tu vois ça, comment tu vas vivre ça, y a-tu des choses que j'ai pas réfléchies, des choses que j'ai pas vues? Puis oui, effectivement, il y en a. Somme toute, les citoyens, je pense qu'ils ont été très contents qu'on les consulte. Ça, c'est d'une chose. Deuxièmement, tout le monde a été très respectueux. Je pense que certains citoyens se sont aperçus en même temps que je parlais, peut-être qu'ils s'étaient fait envoyer dans des fausses pistes par d'autres personnes. Mais au final, on leur a dit, voici ce qui se passe actuellement. Les citoyens étaient contents, ont amené des commentaires constructifs, ils ont amené des idées, ils ont amené des interrogations, même que certaines interrogations que nous, on n'avait pas réfléchies. Puis ça nous a amené à réfléchir encore plus le projet pour une fois fait. Oui. Jean-François, très rapidement, donc, si le projet va de l'avant, les premiers logements, on les attend en... Nous, on est capable de commencer ça en 2025, puis... on pourra livrer le tout en 2026. Merci beaucoup, Jean-François Tremblay, de nous avoir expliqué ce projet-là et Merci, bonne Mario. chance. Voilà, donc c'est tout pour cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous à la prochaine, mesdames, messieurs.